Les conglomérats. À l'affleurement, souvent on observe une falaise qui a un aspect assez irrégulier. Donc vous voyez ici qu'il y a euh, des aspérités en fait qui dépassent, etc. On en voit des cailloutis. Et puis la falaise n'a pas un bord franc. Il y a des parties qui sont plus résistantes à l'érosion, d'autres qui le sont moins. Donc ça donne une falaise qui est assez irrégulière. Très souvent, au bas de la falaise, on va observer des éboulis, parce que les cailloutis comme ça qui dépassent, à un moment donné, vont être déchaussés en quelque sorte de leur ciment et vont tomber et former donc des cailloutis à la base, donc des éboulis. Si on se rapproche donc de cet affleurement qui est dans les Vosges, on a en dessous donc un grès. Entre les deux bancs, vous avez la pointe du marteau qui est enchâssée, et donc au-dessus, vous observez le conglomérat, donc avec les galets qui sont cimentés entre eux. Donc ici, on a un bloc de conglomérat, on est en bord de mer, vous avez des algues qui sont posées dessus qui vous donnent une échelle. On est du côté des Pyrénées, côté espagnol, donc près d'une plage. Et le stylo fait l'échelle aussi. On constate que les éléments qui sont compris dans le conglomérat sont de tailles différentes. Vous avez des éléments de grande taille ici et puis des éléments de petite taille là. Donc il y a une sorte de granoclassement. Donc si on prend la succession du stylo et qu'on va vers la gauche, on voit qu'on a des éléments fins, puis de taille moyenne et enfin de taille plus importante. On a une limite ici qui est assez nette et on retrouve quelque chose qui est très fin avec assez peu d'éléments figurés d'ailleurs. Donc on tend ici plutôt à aller vers un grès. Et si je pars de l'autre côté du stylo, j'ai ici des éléments grossiers, puis des éléments de taille moyenne, et on n'a pas dans ce bloc la partie avec les éléments de petite taille. Donc on dit qu'il y a un granoclassement. Donc ici, c'est un échantillon de poudingue qui vient de Savoie. On est au pied de la Piramonta. Donc vous avez mon bâton de randonnée qui vous donne une échelle. On a aussi des blocs de nature différente. Donc vous voyez les couleurs, des blocs qui sont clairs, d'autres qui apparaissent très foncés, d'autres très très foncés, presque noirs. En fait, on a un mélange de blocs de nature différente, de nature siliceuse, de nature calcaire, qui ont été cimentés entre eux. Donc on dit que c'est un conglomérat polygénique. Ces blocs sont plutôt arrondis. Vous voyez, on voit bien celui-ci, là, il est vraiment arrondi, donc c'est pour ça qu'on parle de poudingue. On prononce poudingue et pas pudding, comme on entend souvent au moment des cols. Et puis, on peut dire aussi que ce conglomérat a des éléments de taille très hétérogène, puisque vous avez un énorme bloc ici, des blocs de taille moyenne par là, et puis des blocs plutôt fins à cet endroit-là. Donc voilà ce qu'on peut analyser de cet échantillon. Donc il faut, quand on a un conglomérat, étudier séparément les blocs. Donc ces blocs, eh bien, on voit qu'ils ont un diamètre qui est supérieur à 2 mm. Donc ce sont des sédiments au départ qui sont soit des graviers, soit des cailloutis et des blocs qui vont être cimentés entre eux. Donc comme on a vu qu'ils étaient éventuellement de nature différente, il faut tester leur nature. Est-ce qu'il y a effervescence à l'acide ou pas? Quelle est leur taille? Comment est-ce qu'ils sont classés par rapport à cette taille? Et puis, comme ces blocs sont cimentés entre eux, il faut aussi étudier le ciment, donc sa composition chimique. Là aussi, on fait des tests à l'acide, des tests de dureté, savoir si ça raye le verre ou pas. Donc, si ça fait effervescence à l'acide, c'est un ciment qui va être carbonaté. Si le ciment raye le verre, à ce moment-là, c'est plutôt un ciment siliceux. Et s'il ne raye pas le verre et qu'il ne fait pas effervescence, c'est un ciment plutôt argileux. Donc on regarde aussi la proportion de ce ciment et on regarde s'il apporte une cohésion forte ou pas très importante des blocs entre eux. Donc est-ce que ça peut s'effriter, est-ce qu'on peut détacher facilement les blocs ou est-ce qu'au contraire ils tiennent bien les uns par rapport aux autres. Donc quand on regarde d'autres exemples, ici on a un conglomérat avec des éléments qui sont très anguleux, c'est pointu, on sent que ces éléments seraient tranchants. Donc on parle ici non pas de poudingue mais de brèche. Donc une brèche c'est un conglomérat avec des éléments qui ont des bords donc qui sont pointus, tranchants, et un poudingue avec des bords qui sont arrondis. Ici, le ciment est calcaire, il a été coloré par des oxydes de fer, donc ça vous montre qu'on peut avoir des couleurs extrêmement variables. Là, à nouveau un poudingue, donc on voit que les éléments figurés
sont bien arrondis. Ces éléments ici sont des rognons de silex, donc si on faisait un test, il rayerait le verre par exemple. Et puis donc ici, vous avez le ciment qui permet à ces différents rognons de silex d'être reliés entre eux. Alors, les conglomérats peuvent se former dans des conditions assez différentes. Les conglomérats bréchiques, donc assez anguleux, nous montrent qu'il y a eu des chocs. Donc souvent, c'est un effondrement gravitaire assez violent et du coup, ce sont des éléments qui vont tomber, qui vont se casser, d'où ces angles. Ce sont en général des conglomérats qui sont mal classés, alors que pour les poudingues, eh bien, c'est une mise en place plutôt dans des milieux fortement agités, donc ça va expliquer l'usure et l'arrondi des blocs. Et ce milieu a une agitation, une énergie qui montre un gradient, et du coup, il y a souvent un granoclassement dans les poudingues. Donc, on peut aussi bien observer donc des conglomérats dans les zones d'éboulis, éventuellement dans les torrents ou dans les zones de fort courant d'une rivière. Par exemple, s'il y a une crue, une inondation, on a un débit qui d'un seul coup est bien plus élevé et ça peut permettre le dépôt d'éléments qui vont donner donc un conglomérat. On peut avoir aussi des effets de marée ou de tempête et donc avoir des conglomérats qui se déposent plutôt dans cette zone littorale. Et puis enfin, on verra plus tard que on a des dépôts gravitaires, en fait, des sortes d'avalanches le long du talus. Donc, on arrive ici sur la plateforme et on est en bas du glacis, donc on est beaucoup plus bas en hauteur, on est en profondeur sous l'eau. Et donc, ça se dépose, on parle de turbidites pour ces dépôts. Et dans ces turbidites, on peut trouver des conglomérats qui montrent un granoclassement. Et donc, ce granoclassement ici, il est aussi bien vertical que horizontal le long du dépôt de turbidite. Et donc, à la base ici des sables grossiers, on va trouver des conglomérats. Donc, ici, vous avez une photo d'un conglomérat qui date du Permien, donc avec ses teintes rouges ou claires. Et la question qu'on peut se poser finalement, c'est comment est-ce qu'il s'est mis en place? Alors, vous devez voir des traits comme ça, c'est des limites, donc une stratification qui est oblique, et puis il y a des granoclassements avec des zones avec des éléments assez grossiers, puis des zones avec beaucoup moins d'éléments, plus de ciment, et des éléments qui sont moins grossiers. Eh bien, on interprète ceci en faisant de l'actualisme, c'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on observe là. Donc, ici, c'est la rivière de l'Arc. On est en Savoie, donc une rivière qui est alimentée par la fonte des glaciers au printemps, début de l'été, et qui, par contre, va à la fin de l'été avoir un débit beaucoup moins fort, puisque la glace, la neige a fondu. Et donc, des variations assez importantes de débit. Quand elle a un débit important, elle va transporter donc des blocs, des graviers, des galets, et puis quand son débit diminue, elle va les déposer. Et donc dans la zone B, ici, on voit que c'est une zone de dépôt justement de ces galets, et donc on les voit plus près à droite. Si on attend, dans 10 millions d'années, eh bien ils seront peut-être cimentés entre eux, et ils formeront alors un conglomérat. On constate que les conglomérats, ce sont des dépôts qui sont fréquemment associés à des événements orogéniques et en particulier pour les poudingues. Donc, l'exemple typique, donc en France, au niveau des Pyrénées, vous avez donc un extrait de la carte géologique de France au millionième. Ici, on est donc dans les Pyrénées et il y a les poudingues dites de Palassou. Donc, rappelez-vous, on avait étudié Lavelanet, donc on n'est pas très loin de Lavelanet. Donc, vous avez cette zone plissée avec les plis de Lavelanet ou du Mas d'Asile que vous verrez l'an prochain. Et quand on regarde donc plus vers le nord, on a d'énormes dépôts, donc cette teinte corail là, nous indique des dépôts de poudingues qu'on appelle les poudingues de Palassou. Donc c'est ce qui apparaît en jaune ici sur la carte géologique de France. Ce sont des poudingues qui marquent le début du démantèlement de la chaîne des Pyrénées, c'est-à-dire son érosion importante. Qui se met en place. Et donc, c'est la fin de l'orogénèse, la fin de la mise en place des Pyrénées. Les poudingues s'observent aussi à la base de formations transgressives, donc au début où la transgression va se faire. Et en fait, ils reprennent les galets qui sont issus de l'érosion précédente et ils vont les cimenter. Alors, les,
l'exploitation qu'on peut faire de ces conglomérats, c'est l'utilisation en construction parce qu'on les trouve assez décoratifs. Donc là, vous avez par exemple une brèche dans les plaques de décoration de la face des socles des statues. Cette zone-là, un petit peu marron, c'est devant l'entrée principale de l'hôtel de ville de Paris, dans le 4e arrondissement. Et donc, c'est pas très loin du lycée pour pouvoir les observer.